Hello tout le monde, bienvenue dans la partie 2 du guide complet pour son cold emailing. Donc dans la partie 1, au cas où vous êtes arrivé directement sur cette vidéo, on a parlé de scrapping de données, scrapping sur LinkedIn, scrapping sur Google Maps, enrichissement des données, crawl de sites web, on a parlé de la chauffe des adresses mail. Donc voilà, on a parlé de toute la partie en amont de sa campagne de cold emailing. Là, on va rentrer vraiment sur l'écriture de son email, comment setup ses campagnes, est-ce qu'il faut faire des petites campagnes, est-ce qu'il faut faire des grosses campagnes, etc. Et toutes les erreurs un peu à éviter. Donc, déjà, quand on veut créer sa première séquence de cold email, il y a ceux qui essayent de, ok, j'ai une liste de 10 000 personnes, je vais la mettre dans une campagne et je vais envoyer à fond. Ça, c'est la mauvaise approche. Euh, de toute manière, il y a toujours deux approches, c'est est-ce que je fais plein de petites campagnes ou est-ce que j'en fais une grosse? Donc déjà, si vous vous lancez dans le cold email, forcément, vous faites des petites campagnes, pas en fonction du ciblage, ça on va y venir juste après, mais juste pour tester votre message. Vous n'êtes pas sûr que la manière dont vous abordez le problème avec vos prospects, ou votre solution en tout cas, ce soit la bonne manière. Donc quoi qu'il arrive, peu importe les données que vous avez, même si elles ne sont pas segmentées, vous faites 10 campagnes avec 10 messages différents, avec des types de relance différents, etc., pour tester quel est le bon message qui marche. Ça, c'est la première approche. Et après, si une fois que vous avez trouvé le bon message qui a le plus haut taux de réponse, etc., qui fait des clics, qui vous amène du rendez-vous, là, vous pouvez vous permettre de faire une grosse campagne. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, il faut tester. Après, même si on peut se permettre de faire une grosse campagne, il y a des cas où ce ne sera pas pertinent. Donc là, c'est à vous de calculer votre retour sur investissement entre faire plein de petites campagnes qui sont bien segmentées et faire des grosses campagnes. Euh, je prends un exemple, si je suis PayFit, donc un logiciel pour gérer la paye, un logiciel pour les DRH, euh, je ne vais pas m'adresser de la même manière aux entreprises qui sont des petites entreprises de 1 à 10 personnes, aux entreprises qui sont jusqu'à 50 personnes et aux entreprises qui sont à partir de plus de 500 employés. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes problématiques, elles n'ont pas les mêmes besoins. Et donc la solution PayFit va, va s'adapter en fonction de la taille de l'entreprise. Donc il faut que le message s'adapte aussi. Donc là, forcément, il faut découper ce que vous pouvez faire avec LinkedIn. Vous faites des scrappings qui sont par taille d'entreprise. Et du coup, vous personnalisez ce message par rapport à ça. Ou sinon, vous pouvez personnaliser votre message en fonction de l'ancienneté qu'a la personne dans sa société. Dans LinkedIn, vous pouvez scraper les personnes qui sont en poste que depuis 3 mois ou les personnes qui ont une entreprise de plus de 9 ans dans leur domaine. Et donc en faisant ça, vous allez pouvoir écrire un message qui sera beaucoup plus personnalisé. Et donc, plus le message est personnalisé, plus il répond, plus vous aurez un beau taux de réponse. Si vous envoyez le même message à tout le monde, vous prenez le risque forcément que votre message il soit beaucoup trop générique et votre taux de réponse il va être beaucoup plus bas. Alors après, c'est une approche. euh, Moi, pour vous dire la vérité, j'ai cette approche parce que je vends un logiciel à 19 euros qui est du cold emailing. euh, et mon retour sur investissement, si je passais beaucoup trop de temps à segmenter, etc., il serait pas le même. Euh, voilà, donc c'est à vous de voir. Forcément, si vous mettez 20 000 personnes dans une campagne, c'est que c'est beaucoup trop généraliste et c'est pas assez personnalisé. Ensuite, si à un moment c'est du coup ce que vous voulez faire, envoyer massivement vos campagnes, parce que vous avez déjà testé plein de petites campagnes avec du copywriting différent, avec des textes différents, et vous avez trouvé le bon message. Une fois que vous voulez utiliser donc dans Emilia la fonctionnalité de multisender, c'est-à-dire de connecter plusieurs boîtes mail et de faire une maxi campagne pour aller beaucoup plus vite, déjà il faut bien avoir pensé à avoir mis un tracking personnalisé pour chaque adresse mail, une signature pour chaque adresse mail, parce que le message va s'adapter. Euh, et du coup, il y a un truc qui est important, c'est d'utiliser du spin text. Donc le spin text, c'est quoi? Hop, hello,
hello, bonjour, salut. Donc ça, c'est la version simple du spin text. On rajoute sa variable après. C'est la version simple du spin text. Mais l'idée, c'est d'en mettre un peu partout dans son email. Utiliser des synonymes ou parfois si vous dites oui, j'augmente la productivité de 10 à 15%. En fait, si vous créez une variable en spin text qui dit de 12 à 17%, ou une fois vous l'écrivez en chiffres, une fois vous l'écrivez en lettres, ça change pas grand-chose finalement pour le prospect. Mais ce que ça change, c'est que si vous mettez du spin text 10 à 20 fois dans votre email, vous créez tellement de combinaisons différentes que vous envoyez jamais le même mail. Donc le spin text, il n'est pas là pour tester des variables différentes et voir ce qui marche le mieux. Il est là une fois que vous avez trouvé le bon message, la bonne approche. Là, vous rajoutez du spin text dans votre email juste pour avoir une meilleure délivrabilité. Parce que si vous envoyez à 20 000 personnes le même email, les hébergeurs ils vont s'en rendre compte et vous risquez de passer en spam. Donc, avant, c'était un peu chiant de mettre du spin text dans tout son email. Maintenant, vous pouvez prendre votre email, demander à ChatGPT de vous rajouter du spin text partout dans son email en respectant ce format-là et il va vous donner votre message en spin text. Ensuite, vous le copiez-collez ici. Vous pouvez toujours tester histoire d'être sûr, mais au moins avec ChatGPT, GPT-4 évidemment, il vérifie que toutes les combinaisons soient bonnes, etc. Et juste pour vous donner une idée, si vous mettez 25 fois du spin text euh, avec 3 variantes, on se retrouve avec un chiffre exponentiel qui fait que vous avez 2 millions d'emails différents en fait. Donc voilà, c'est très important d'utiliser du spin text quand on fait des très grosses campagnes. La rédaction des séquences d'emails. Alors, la rédaction de ces séquences. La taille des messages, évidemment, en règle générale, on dit que les messages courts fonctionnent mieux que les messages longs. Donc, à un détail près que moi je mettrais, c'est que si vous ultra personnalisez vos messages, il y aura une vidéo là-dessus, personnalisation avec ChatGPT, etc. Si vous ultra personnalisez, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus long. Après, le but, c'est d'arriver direct au point. Il y a des messages, parfois, ils font vraiment 4 lignes avec 4 mots par ligne et ça marche. Mais l'important, c'est surtout à vous de vous sentir à l'aise avec votre message. Nous, on a eu des clients euh, où on écrivait, on faisait les séquences pour eux. Et ils nous disaient, ah non, mais là, enfin, vous êtes trop agressif, trop frontal, trop direct. Faudrait rajouter un je me présente, je m'appelle Henri. Euh, Ça, de base, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de dire je me présente, etc. Je fais ci, je fais ça. Non, il faut arriver direct au message. Mais si vous vous sentez pas à l'aise avec une approche straightforward, une approche entre guillemets agressive ou directe, voilà, le mieux c'est que vous vous sentiez à l'aise avec vos messages. Donc à vous de les écrire comme vous le sentez, mais oui, globalement, si vous faites des pavés trop longs, vous expliquez tout votre produit, tout ce qu'il fait, etc., personne ne va le lire. Profitez du fait que vous pouvez créer des séquences. Vous faites votre premier mail qui est court, qui présente votre service globalement. Le deuxième mail, un mail de relance. Le troisième mail qui là apporte de l'information en plus. Et même vous pouvez faire un mail 10-20 jours plus tard en disant hey, on a une nouvelle fonctionnalité, alors qu'en fait vous l'aviez déjà dès le début. Mais voilà, il y a plus des choses à faire, séparer ce que vous voulez dire en plusieurs emails. Et du coup, oui, on en vient sur l'importance des relances. C'est très rare euh, que pour le premier email, on ait un gros taux de réponse. C'est souvent les mails de relance qui marchent, et pour plusieurs raisons. C'est parce que dans les mails de relance, on peut essayer un peu de faire culpabiliser la personne de ne pas avoir répondu. Et puis ça permet de retomber à un bon moment. Parce que le principe quand on fait du cold emailing, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Parfois, votre mail 1, il n'était pas au bon moment pour la personne, mais vu que vous le relancez, il a l'historique des emails. Et du coup, là, peut-être que vous tombez au bon moment. Et sur les relances, c'est pareil, il y a souvent un sujet, c'est ok, j'ai envoyé ma première step. La deuxième step, est-ce que je l'envoie plutôt 3 jours plus tard, plutôt 5 jours plus tard? Celle d'après, c'est combien de temps d'écart entre les relances? Il n'y a pas de règle fixe. Ça, c'est pareil, c'est à vous de vous sentir à l'aise.
Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont faire un mail tous les 2 jours. Moi, je trouve ça ultra agressif, je l'assume pas. Il y en a pour qui ça marche, mais moi, je trouve ça beaucoup trop agressif. Donc voilà, c'est à vous de vous sentir à l'aise. Et il y a une deuxième chose, c'est que si vous êtes trop agressif, les personnes risquent de signaler votre email. Et ça, ce serait vraiment délétère pour votre délivrabilité. Idée et technique, nous, il y avait un truc qu'on faisait, c'est, ok, donc je vous ai déjà dit, bah voilà, je l'avais déjà fait pour la vidéo d'avant. Euh, c'est envoyer dans sa séquence un email 30 jours après, 35 jours après. Et en fait, vous pouvez choisir dans Emilia qu'une séquence soit envoyée par. Alors là, j'ai activé le multisender, donc ça marche pas quand il y a le multisender, forcément. Hop, on enregistre. Hop, hop, hop. Voilà. Vous pouvez choisir que pour une step particulière, vous pouvez choisir d'enlever l'historique des précédents emails et choisir que c'est quelqu'un d'autre qui envoie l'email. Donc là, j'ai deux adresses Nils, mais ça aurait pu être Charles ou un autre nom. Et du coup, en fait, pour toutes les personnes qui m'ont pas répondu, qui n'ont pas cliqué, que j'ai pas une nouvelle sur le début de ma séquence, eh ben, je réécris un mail qui s'est envoyé par quelqu'un d'autre, qui ne contient pas l'historique des précédents emails, et je présente la chose d'une manière totalement différente. Et je me dis qu'en fait, la personne aura oublié, puisqu'elle m'a pas lu, euh, elle m'aura oublié, et je refais une deuxième séquence. En fait, je fais une séquence 2 en 1 pour tous ceux qui n'ont jamais répondu, en pensant que les gens de toute façon ont oublié. Donc, et peut-être que je vais pouvoir retomber au bon moment avec la bonne personne. Non. Utiliser des techniques de copywriting pour améliorer son message. Alors, ça, on va faire une vidéo, je pense, spécialement pour. Il y a plein de frameworks de copywriting, c'est des frameworks de marketing, donc attention, intérêt, désir, action. C'est comment on architecture son email. Voilà, il y a plusieurs manières de le faire. Là, par exemple, dans AIDA, donc c'est de commencer par quelque chose qui euh, fait que la personne va porter attention à votre email. C'est par exemple, est-ce que vous seriez intéressé d'augmenter votre chiffre d'affaires de 20%? Je dis un truc vraiment basique. Ou savez-vous que 30% des entreprises gèrent mal telle chose ou perdent du temps sur telle chose. Donc voilà, c'est des manières d'écrire, il y en a plein. Voilà, c'est soit on présente le problème, soit on présente ses avantages en étape 2, les bénéfices de son produit. Il y a vraiment plein de frameworks, mais là c'est vraiment sur l'écriture pure. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est pareil, elle pourrait durer une demi-heure. Tester différents messages, évidemment c'est la clé. Quand on commence, une fois qu'on a trouvé le bon message, là on peut scale. La personnalisation, clé d'une campagne de cold email réussie. Donc évidemment il y a la personnalisation avec les variables. Hop. Mais comme je vous l'ai dit, je vais aller un peu plus vite. Comme je vous l'ai dit, il y a la personnalisation en fonction de la cible, en fonction des données que vous avez scrappées. Même si par exemple vous avez scrappé des données en disant, en cherchant les entreprises parisiennes. Et vous avez un autre listing où c'est les entreprises de Bordeaux. Du coup, dans votre email, vous allez pouvoir utiliser, sans que ce soit une variable, même si vous pouvez le faire aussi en variable, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, Parce que quand vous allez scraper Bordeaux, vous n'allez pas avoir que Bordeaux, mais les entreprises à côté. Donc, utiliser le nom de la ville, voilà, c'est différent. Mais au moins la région, vous allez pouvoir personnaliser en disant, voilà, on s'adresse aux entreprises de la région bordelaise. Là, du coup, la personne, elle se dit, ah, c'est pour les gens qui sont à Bordeaux. Donc voilà, la personnalisation en fonction de la cible. L'utilisation des icebreaks personnalisés. Donc ça, c'est les gens qui. Ça, c'est à vous de calculer votre retour sur investissement. Ça vaut le coup de le faire si vous avez un panier moyen élevé, si vous vendez des prestations entre 5, 10 000, 20 000 euros, voire plus, et que vous avez une cible qui est vraiment une niche, ça vaut le coup. Une fois que vous avez scrappé vos données, ce que font les gens, c'est qu'ensuite, ok, ils vont regarder chaque profil qu'ils ont scrappé et ils vont rajouter à la main
ce qu'on appelle un icebreak personnalisé. Ça veut dire, ils vont marquer, j'ai vu que tu as fait telle école, ou j'ai vu ton dernier post, ou j'ai vu ton dernier webinaire, etc. Ils vont rajouter ça au début de son email, et ça c'est pareil, ça décuple de fou le taux de réponse que vous pouvez avoir, parce que là le mail il est vraiment personnalisé, donc ça le rend plus humain. Et les personnes se disent, ok, il a vraiment fait l'effort de m'écrire un mail et d'aller voir mon profil, euh, donc je vais répondre. Mais ça, c'est vraiment une question de retour sur investissement. Moi, les icebreaks personnalisés, si je les fais manuellement pour un logiciel à 19 euros, dont je sais très bien que je vais avoir à peine 5 ou 10% de taux de réponse, ça n'a aucune utilité. Mon temps passé ne sera pas pertinent. Par contre, comme on le verra dans une vidéo d'après, ultra personnaliser ses messages avec ChatGPT, c'est quand même un peu le futur. Et donc, on fera une vidéo là-dessus. Et là, ça vaut le coup, parce que si j'y passe pas 4 heures à la main, là, ça va. Le spin text pour éviter les spams. Donc voilà, c'est comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, il y a vraiment du spin text partout. L'appel à l'action. Alors, donc voilà, comme j'ai dit, on va pas partir sur l'écriture exactement des emails, mais globalement, chaque email a un call to action. Qu'est-ce que vous voulez que le client y fasse? Soit le client, vous voulez qu'il réponde à votre email, soit vous voulez qu'il clique sur un lien, soit vous voulez qu'il prenne rendez-vous. Quand je dis clique sur un lien, ça veut dire aller vers votre site. Euh, Votre email, il a un but. Forcément. Ça peut être le but, ça peut être d'engranger juste une discussion. Mais il faut que cet email, il ait un but, il faut qu'il en ait qu'un. Si vous commencez à mettre dans votre email, regardez notre site, regardez notre offre, cliquez ici, et puis si vous voulez, prenez rendez-vous, et si vous n'avez pas le temps de me répondre, bah, vous pouvez vous inscrire directement. Le mec, il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Donc, un mail égale un call to action. Si vous mettez trois liens, il ne sait plus sur lequel cliquer. Euh, Si vous lui mettez plein de call to action, il ne sait pas quoi faire. Il faut qu'il y ait vraiment qu'une action. Et si le but c'est qu'il vous réponde, donc mettez une question à laquelle il se sent obligé de répondre. Parfois, il y en a qui envoient des liens Calendly pour prendre rendez-vous. C'est une méthode, ça marche, c'est possible de booker des rendez-vous comme ça. Mais parfois, ce qui est mieux, c'est aussi, c'était une approche que moi je faisais quand je faisais de la prospection téléphonique par téléphone pour vendre des assurances. C'était de dire, est-ce que vous êtes plutôt disponible le matin ou l'après-midi? Là, en fait, ok, on lui a donné un choix clair. Ça marchait très très bien au téléphone, ça marche aussi par email. Euh, la personne va répondre, ok, bah plutôt dans l'après-midi. Ok, là pourquoi pas vous envoyer le calendrier si vous préférez pour votre gestion. Mais essayez d'inciter à une réponse, et une réponse qui est simple. Si vous commencez à lui poser une question qui est trop complexe, qui lui demande de réfléchir, bah du coup il va pas le faire. Suivre et analyser ses campagnes de cold emailing. Alors, une chose que les gens font sur Emilia et qu'à chaque fois je déconseille, c'est les gens font une campagne, ils lancent leur première campagne, ils ont mis 2000 contacts dedans, et après ils mettent en pause la campagne et ils ajoutent des contacts dedans. Ils utilisent la même campagne pour ajouter plein de listes. Et du coup, vu que chaque liste, elle avait un ciblage différent, c'est dommage de mélanger toutes ces statistiques. Parce qu'une fois, vous avez peut-être récupéré vos données de LinkedIn, une fois, vous les avez récupérées par une base de données que vous avez achetée. Du coup, c'est pas la même typologie de personnes. Ou même si vous avez scrappé trois fois LinkedIn euh, avec des ciblages différents, bah du coup, faites trois campagnes différentes pour avoir les statistiques de OK, quel est le ciblage qui a le mieux marché. Si vous mettez tout en un dans un fourre-tout de campagne, vous savez plus quelle est la campagne, quel est le ciblage qui a le mieux marché. Alors, évidemment, tout le monde veut traquer. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a le tracking personnalisé à mettre en place pour avoir une bonne délivrabilité. Mais maintenant, la question, c'est même traquer ou ne pas traquer. Et ça va devenir de plus en plus un sujet dans le futur. Parce que plus vous traquez, plus vous baissez un peu votre délivrabilité. C'est pas grand chose, mais sur des grosses campagnes, ça peut faire une différence. Et donc, je sais que tout le monde veut avoir ses statistiques de ouverture, de clics, etc. Mais en fait, ce que beaucoup de nos clients anglo-saxons ils font, c'est
une fois qu'ils savent qu'ils ont une bonne délivrabilité, ils coupent le tracking pour encore plus l'améliorer. Donc vous pouvez le faire dans Emilia, c'est ici. Vous pouvez désactiver les liens traqués. Donc évidemment, personne ne veut le faire. Tout le monde veut ses statistiques, mais voilà, c'est juste pour info. Tracking des clics. Ok. Ah oui, tracking des clics. Vous pouvez aussi désactiver, sachant que le tracking, forcément, ça crée des redirections. Voilà, là on est un peu plus technique, mais quand on traque, du coup, ça crée. Déjà, il y a des pare-feux qui n'aiment pas les liens de tracking, parce que en fait, ça crée des redirections. C'est-à-dire, il y a un lien de tracking qui emmène ensuite vers le lien final. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez laisser le tracking des ouvertures, mais si vous voulez enlever le tracking des clics, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des UTM à la fin de vos emails. Par exemple, là, si je veux envoyer vers emilia.io, je fais point d'interrogation utm-source@mail. Et là, du coup, je vais pouvoir retrouver dans mon Google Analytics que les gens sont venus de là. Donc, je ne l'ai plus dans Emilia, mais je l'ai dans le Google Analytics. C'est pas du tracking pur comme avec les liens d'Emilia, mais ça vous permet d'avoir à la fin les statistiques que vous voulez. Traquer des clics, hop. Et surtout, la statistique la plus importante dans Emilia, il y a beaucoup un sujet, oui, j'ai eu tel taux de réponse, oui, j'ai eu ça, c'est merveilleux, etc. Globalement, la seule statistique qui compte, qui est réelle dans vos campagnes de cold emailing, c'est à la fin combien vous dégagez d'argent. Clairement. Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont faire une campagne, ils ont que 3% de taux de réponse, mais ils vendent un truc à 30 000 euros. Et du coup, s'ils ont 4 personnes qui ont répondu dans le mois, ils ont fait plus de chiffre d'affaires que 6 mois avec Emilia, qui vend un logiciel à 19 euros. J'ai eu 25% de taux de réponse et en fait, j'ai fait que 500 euros. Donc voilà, la seule chose qui compte, c'est votre retour sur investissement par rapport au temps passé à faire vos campagnes et au chiffre d'affaires que vous avez généré. Après, dans Emilia, la statistique qui est là et qui est importante, c'est les ouvertures uniques. Parce que ça, c'est ce qui fait votre délivrabilité. Si vous passez du temps à envoyer des emails, mais vous avez un taux d'ouverture qui est en dessous de 50%, il y a un petit problème. Si vous avez un taux d'ouverture qui est en dessous de 30, là, il y a vraiment un problème. Voilà, le but, c'est d'être au-dessus de 70. Et si vous êtes à 80, là, c'est vraiment magnifique. Donc le but, ça, c'est juste pour votre délivrabilité. Et donc il y a une vidéo complète sur la délivrabilité que je vous invite à aller voir. Elle est longue aussi, donc peut-être vous la regarderez plus tard. Mais voilà, la seule chose qui compte pour moi, c'est le taux d'ouverture et ensuite l'argent qui est dégagé. Le taux de 3% de réponse ou 7% de réponse, c'est pas parce que quelqu'un a eu 7% qui fait mieux du cold emailing que vous ou autre. Ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Les erreurs à éviter pour réussir votre campagne. Alors déjà, la première erreur, c'est d'envoyer trop d'emails. Logiquement, on envoie entre 100 et 150 emails maximum par jour. Et donc, dans Emilia, il y a deux paramètres ici. Il y a le nombre maximal de nouvelles personnes à atteindre par jour et la limite d'envoi journalier. C'est pas la même chose. Parce que si vous mettez 3 steps dans vos séquences et que vous avez 1000 contacts, donc le premier jour, on va envoyer 50 mails de la step 1 aux 50 premiers contacts. Mais 3-4 jours plus tard, quand vous envoyez votre mail de relance, on envoie et 50 mails de la step 1 et 50 mails de la step 2 de mails de relance. Donc le but ici, c'est en fonction de votre nombre de steps, de ne pas commencer trop haut pour que quand tous ces mails se cumulent, on ne dépasse pas 100-150 emails par jour. Et évidemment, 100-150 emails par jour sur une plage horaire qui donne la journée. Si vous mettez 150 emails par jour entre 8h et 9h, là va y avoir un problème. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y a la limite d'envoi journalier ici, au cas où par hasard quand tout se cumule, ça va trop haut. Mais le but, c'est de ne pas l'atteindre cette limite, sinon on va devoir décaler des mails de relance ou décaler des premiers emails à envoyer. Donc le but, c'est de bien calculer ici. Globalement, vous prenez votre nombre de steps. Si vous avez 5 steps, donc au maximum, on envoie 150 emails par jour. Donc vous divisez 150 par 5. Si vous avez 3 steps, vous divisez 150 par 3. Donc ça fait 50. Voilà. Ah oui, une erreur aussi que beaucoup font, c'est quand ils ont quelque chose à vendre à une entreprise précise.
ils vont envoyer 150 mails à 150 employés de la même entreprise. Alors ça marche pas. Si vous essayez d'envoyer 100 emails à des employés de Thales, à des employés d'Air Liquide, de n'importe quelle grosse société, au bout de 3-4 emails à leurs employés, vous allez même pas bounce, vous aurez plus aucun taux d'ouverture, plus aucune statistique, parce qu'en fait ils ont bloqué vos emails purement et simplement. Donc ça c'est aussi le côté d'être commercial. Si vous avez vraiment quelque chose à vendre à une grosse société, vous le faites manuellement, vous trouvez la bonne personne ou les deux trois bonnes personnes, et là vous envoyez un message vraiment personnalisé. Voilà, ça ne marche pas de contacter 150 personnes de la même société. Ça peut marcher sur quelques petites boîtes qui n'ont pas de sécurité, mais globalement, voilà, vous serez juste banni pour cette société. Évitez d'ajouter des images ou des pièces jointes à votre email. Tout ce qui alourdit votre email baisse votre délivrabilité. Donc que ce soit, donc, je vous le dis, c'est quand même dans Emilia. On a ajouté une pièce jointe, on a aussi ajouté une image. On a même, parce que les gens nous l'ont demandé, de choisir la taille de son texte ou choisir la couleur du texte. Ça aussi, c'est une mauvaise pratique parce que ça alourdit l'email puisque ça rajoute du HTML. Vos mails simples auront une meilleure délivrabilité que des mails avec des pièces jointes, avec des couleurs. Tout ce qui alourdit l'email n'est pas bon. Et la pièce jointe, c'est vraiment le pire du pire. Euh, Puisqu'il y a plein de pare-feux ou d'hébergeurs qui vont bloquer parce qu'il y a une pièce jointe, parce qu'une pièce jointe, c'est risqué. Et même les images, c'était un peu la mode à un moment, dû à notre grand concurrent qui avait lancé ça, les images personnalisées. Ça marchait bien, mais maintenant, franchement, ça fait très très cheap de faire ça et ça crée un problème de délivrabilité, clairement. Donc voilà, évitez d'alourdir vos emails. Ne pas envoyer d'emails à des intervalles trop courts, ça je l'ai dit plus haut. Plus vous envoyez d'emails très proches, plus vous prenez le risque de vous faire signaler. Si vous vous faites signaler, vous allez perdre en délivrabilité. Et ça c'est pareil, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, donc je le rappelle. Il y a souvent un débat aussi de est-ce qu'il faut mettre le lien d'unsubscribe, le lien pour que les gens se désabonnent dans vos emails. En fait, si vous ultra personnalisez vos messages, c'est pas forcément la peine, même si c'est quand même recommandé. Et surtout recommandé pour une deuxième chose, c'est que si vous mettez pas le lien d'unsubscribe, au bout du deuxième ou troisième email, si votre prospect ne sait pas comment se débarrasser de vous, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de vous, il faut aussi le comprendre, donc ils veulent se désabonner de vos emails, s'ils ne trouvent pas comment se désabonner facilement de vos emails, ils vont vous signaler, et là c'est pire que tout pour votre délivrabilité. Attention au nombre de liens que vous incluez dans vos emails, pas mettre trop de liens, les hébergeurs ils n'aiment pas quand il y a trop de liens, et surtout une chose importante, les liens que vous mettez, il faut que ce soit des liens en HTTPS. Donc vérifiez que votre site, il y ait bien le HTTPS, et quand vous rentrez le lien dans Emilia, vous copiez bien le lien complet avec HTTPS. Si votre site n'est pas sécurisé, quand vous allez sur votre site, même si 95% des sites aujourd'hui le sont, et que vous n'avez pas le SSL sur votre site, il faut absolument que vous le mettiez. Déjà, ça vous pose un problème certainement au niveau du référencement. Donc voilà, mettez bien que des URL avec du HTTPS. Bah voilà, il y a une petite conclusion ici. Si vous voulez voir cet article complet, il est sur le blog d'Emilia, donc, et à la fin, il y a une vidéo sur l'utilisation de la plateforme complète d'Emilia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura été utile. Si vous pensez qu'il y a des sujets que j'ai pas évoqués et que vous voulez que je les évoque, dites-le moi en commentaire. Dites-moi globalement ce que vous pensez de cette vidéo. Et si par hasard vous découvrez Emilia grâce à cette vidéo, n'hésitez pas, quand vous vous inscrivez sur Emilia pour tester, à nous le dire dans le chat. Ça ferait plaisir de savoir que cette vidéo sert à des gens. Donc voilà, bonne journée à vous.